Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot rapide. Si cette analyse te parle, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit l'entendre. Ce genre d'analyse ne sera jamais relayé par les grands médias. C'est à nous de le faire circuler. Un like, un partage, un commentaire. C'est littéralement ce qui permet à cette parole de sortir de l'ombre. Maintenant, entrons dans le sujet. Il y a un chiffre que personne ne veut prononcer à voix haute. 35 000 milliards de dollars. C'est la dette des États-Unis aujourd'hui, pas dans 10 ans. Aujourd'hui. Et ce chiffre augmente de plus d'1 million de dollars, chaque minute. Pendant que je vous parle, il a déjà grossi. Retenez ce chiffre, parce que tout ce que je vais vous expliquer par-delà, on nous répète depuis des décennies que le dollar est éternel, qu'il est la monnaie du monde, qu'il le restera toujours, que c'est une évidence, presque une loi de la nature. Mais l'histoire nous enseigne autre chose. Aucun empire monétaire n'a jamais duré éternellement. Aucun. Et je vais vous montrer, chiffres à l'appui, pourquoi celui-ci n'échappera pas à la règle. Remontons un instant en arrière. Au début du XXe siècle, la monnaie qui dominait le monde n'était pas le dollar. C'était la livre sterling britannique. Le Royaume-Uni contrôlait les mers, les colonies, le commerce mondial. Sa monnaie était considérée comme aussi solide que l'or lui-même. Et pourtant, en quelques décennies, tout s'est effondré. 2 guerres mondiales, un empire ruiné, des dettes colossales, et la livre sterling a dû céder sa place. En 1944, à Bretton Woods, les nations du monde se sont réunies et ont acté ce que tout le monde savait déjà. Le dollar américain devenait la nouvelle monnaie de référence mondiale, adossée à l'or. 27 ans plus tard, en 1971, un président américain a pris une décision qui allait tout changer. Il a supprimé la convertibilité du dollar en or. Du jour au lendemain, la monnaie la plus puissante du monde n'était plus garantie par rien de tangible. Plus d'or, plus de réserves physiques, seulement une promesse de papier. Et depuis ce jour, le système monétaire mondial repose sur la confiance. Rien que la confiance. Posez-vous la question un instant. Que se passe-t-il quand la confiance s'effrite? C'est exactement ce que nous sommes en train d'observer. Regardez ce qui se passe depuis quelques années. Des pays qui, pendant des décennies, réglaient leur pétrole exclusivement en dollars, commencent à signer des accords bilatéraux pour échanger dans leur propre monnaie. La Chine et la Russie commercent de plus en plus en yuan et en roubles. L'Inde négocie des accords pétroliers en roupies. Le groupe des pays émergents, ce qu'on appelle les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, rejoint depuis par plusieurs autres nations, discute ouvertement, depuis plusieurs sommets, de la création d'un système d'échange alternatif au dollar. Ce n'est plus une rumeur de forum obscur sur Internet. Ce sont des déclarations officielles, des sommets filmés, des communiqués de presse que vous pouvez consulter vous-même. Et pendant ce temps, que font les banques centrales du monde? Elles achètent de l'or, massivement. Depuis 2022, les achats d'or par les banques centrales ont atteint des niveaux jamais vus depuis plus d'un demi-siècle. La Chine achète de l'or. La Russie achète de l'or. La Turquie, l'Inde, le Kazakhstan, la Pologne, tous achètent de l'or, mois après mois, trimestre après trimestre. Posez-vous la question suivante. Pourquoi des nations entières se mettraient-elles à accumuler un métal qui, officiellement, n'a plus aucune fonction monétaire depuis 1971? Pourquoi thésauriser un actif qu'on nous dit être une relique du passé? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces nations savent quelque chose que le grand public ignore encore. Le papier peut être imprimé à l'infini. L'or non. Revenons aux chiffres du début. 35 000 milliards de dollars de dette. Pour vous donner une image concrète, si vous empiliez 35 000 milliards de billets d'$1, la pile atteindrait plusieurs fois la distance qui sépare la Terre de la Lune. C'est un chiffre qui dépasse l'entendement humain. Et ce qui est encore plus vertigineux, c'est la vitesse à laquelle il augmente. Il a fallu plus de 200 ans aux États-Unis,
pour atteindre leurs premiers 1000 milliards de dettes. Aujourd'hui, ils ajoutent 1000 milliards supplémentaires tous les 100 jours environ. Tous les 100 jours. Comment un pays peut-il continuer à emprunter indéfiniment sans que personne ne s'inquiète? La réponse est simple, et c'est là que le bat blesse. Parce que jusqu'à présent, le monde entier était obligé d'acheter cette dette. Pourquoi obligé? Parce que le pétrole se négociait presque exclusivement en dollars. C'est ce qu'on appelle le pétrodollar. Depuis les années 1970, un accord tacite entre les États-Unis et les grands pays producteurs de pétrole du Golfe garantissait que le pétrole du monde entier se vendrait en dollars. Résultat, chaque pays qui voulait acheter du pétrole devait d'abord se procurer des dollars. Cela créait une demande artificielle et permanente pour la monnaie américaine, peu importe l'état réel de son économie. Mais ce système, qui a tenu pendant 50 ans, commence à se fissurer. Et voici la question que personne ne veut poser directement dans les grands médias. Que se passe-t-il quand le pétrole cesse d'être vendu uniquement en dollars? Laissez-moi vous expliquer la mécanique, parce que c'est là que tout se joue. Si de plus en plus de pays acceptent d'être payés en yuan, en roupies, en dirhams ou dans une future monnaie commune adossée à l'or, alors la demande mondiale pour le dollar chute. Et quand la demande pour une monnaie chute, sa valeur chute avec elle. C'est une loi économique aussi vieille que le commerce lui-même. Moins de demandes, plus d'offres, d'évaluation. Or, que possède le monde en ce moment? Des montagnes de dollars, dans les réserves de toutes les banques centrales de la planète, accumulées pendant des décennies parce qu'on leur avait dit que c'était la valeur refuge ultime. Si cette confiance bascule, même partiellement, ce n'est pas une correction boursière ordinaire que nous allons connaître. C'est un réajustement systémique. Est-ce que je vous dis que le dollar va s'effondrer demain matin? Non. Soyons clairs et honnêtes. Un système monétaire mondial ne s'effondre pas en un jour, comme un immeuble qu'on dynamite. Il s'érode. Il perd de sa superbe, morceau par morceau, décision par décision, sommet après sommet, jusqu'au jour où le glissement devient une avalanche. C'est exactement ce qui s'est passé pour la livre sterling. Ce n'est pas arrivé en un jour. Cela a pris des décennies. Mais un jour, tout le monde a fini par comprendre que le règne était terminé. Alors, arrêtons-nous un instant. Mettez vos capteurs de pensée en marche, parce que la suite est cruciale. Qu'est-ce qui se prépare réellement derrière ces mouvements? Regardez les faits, un par un. Premièrement, la dette publique américaine augmente de manière exponentielle, sans aucun signe de ralentissement politique réel, quel que soit le parti au pouvoir. Deuxièmement, les grandes puissances émergentes accélèrent la construction d'un système d'échange alternatif, indépendant du dollar. Troisièmement, les banques centrales du monde entier accumulent de l'or à un rythme historique, un comportement qui n'a de sens que si l'on anticipe une instabilité monétaire majeure. Quatrièmement, plusieurs grandes banques centrales, dont celle des États-Unis elles-mêmes, développent activement des monnaies numériques de banque centrale, un nouveau type d'argent, entièrement numérique, entièrement traçable, entièrement programmable. Est-ce un hasard que ces quatre mouvements se produisent simultanément? Est-ce un hasard que l'endettement explose, que la dédollarisation s'accélère, que l'or afflue dans les coffres des États et que les monnaies numériques d'État se préparent, tout cela en même temps? Posez-vous sincèrement la question. Je vais vous donner ma lecture, celle que peu osent formuler aussi frontalement. Ce que nous observons, ce n'est pas un accident de l'histoire. C'est une transition de pouvoir monétaire mondial. Une transition lente, méthodique, mais bien réelle. Le système qui a dominé depuis 1944 touche à sa fin naturelle, exactement comme celui de la livre sterling avant lui. Et ce qui viendra après ne sera pas nécessairement pire ou meilleur en soi, mais ce sera différent, et la transition, elle, sera brutale pour ceux qui ne l'auront pas anticipée. Répétons-le, parce que c'est la clé de voûte de toute cette analyse. Aucun empire monétaire n'a jamais duré éternellement. Aucun. La livre sterling a régné, puis elle est tombée. Le dollar règne aujourd'hui. Rien,
Absolument rien dans l'histoire économique ne garantit qu'il en sera autrement pour lui. Aucun empire monétaire n'a jamais duré éternellement. Retenez cette phrase, parce que c'est elle qui doit guider votre lecture de l'actualité économique dans les mois et les années à venir. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui dérange, parce que c'est le cœur de cette vidéo. Si vous saviez, avec certitude, que la monnaie que vous utilisez tous les jours allait perdre une part significative de sa valeur dans les prochaines années, que feriez-vous différemment aujourd'hui? Continueriez-vous à épargner exclusivement en monnaie papier? Continueriez-vous à ignorer ce sujet parce qu'il vous semble trop abstrait, trop éloigné de votre quotidien? C'est précisément ce piège dans lequel tombe la majorité des gens. Ils pensent que ces questions concernent uniquement les traders, les économistes, les gens en costume qui parlent à la télévision. Mais non, cela concerne votre pouvoir d'achat. Cela concerne le prix de votre pain, de votre essence, de votre loyer. Cela concerne votre retraite, votre épargne, l'avenir de vos enfants. Ce n'est pas une question abstraite, c'est une question extrêmement concrète, et c'est justement pour cela qu'elle est trop souvent noyée sous un vocabulaire technique destiné à décourager les gens ordinaires de s'y intéresser. Alors, allons plus loin dans l'analyse, parce qu'il y a un deuxième niveau à cette histoire, un niveau que très peu de gens comprennent, celui des monnaies numériques de banque centrale. Pratiquement toutes les grandes banques centrales du monde travaillent aujourd'hui sur leur propre monnaie numérique officielle. La Chine a déjà déployé le yuan numérique dans plusieurs villes pilotes. L'Union européenne développe l'euro numérique. Les États-Unis étudient sérieusement un dollar numérique. Ce n'est plus de la science-fiction. C'est en cours maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo. Et voici pourquoi cela devrait retenir toute votre attention. Une monnaie numérique de banque centrale n'est pas simplement une version électronique de l'argent que vous connaissez. C'est un système entièrement différent. Un système où chaque transaction peut, techniquement, être suivie, enregistrée, analysée. Un système où, techniquement, une autorité centrale pourrait décider de limiter ce que vous pouvez acheter, où vous pouvez dépenser, voir combien de temps votre argent reste valable avant d'expirer. Je ne vous dis pas que cela arrivera de cette manière précise dans tous les pays. Je vous dis que la technologie qui rend cela possible est en train d'être construite, ici, maintenant, sous nos yeux, pendant que l'attention du public est concentrée ailleurs. Posez-vous la question suivante. Pourquoi un gouvernement voudrait-il remplacer l'argent liquide, un instrument qui garantit un minimum d'anonymat et d'autonomie individuelle, par un système entièrement numérique et traçable? La réponse officielle parle de lutte contre la fraude, d'efficacité, de modernisation. C'est en partie vrai, mais ce n'est jamais toute la vérité. Chaque avancée technologique de contrôle financier de l'histoire a toujours été présentée, au moment de son lancement, comme une simple amélioration pratique. C'est une bêtise de croire que la question de la monnaie est purement technique et neutre. La monnaie, depuis que l'humanité existe, c'est du pouvoir. Celui qui contrôle la monnaie contrôle, dans une très large mesure, la vie quotidienne des populations. C'est vrai pour les empires d'hier, c'est vrai pour le système d'aujourd'hui, et ce sera encore plus vrai pour le système numérique de demain. Maintenant, je veux vous parler d'un sujet essentiel, et c'est ici qu'intervient un premier appel à l'action, parce que ce que je vais vous dire mérite d'être approfondi par vous-même, et pas seulement écouté passivement. Si ce sujet vous intéresse réellement, ne vous arrêtez pas à cette vidéo. Allez lire les rapports annuels des banques centrales sur leurs réserves d'or. Ils sont publics, accessibles gratuitement en ligne. Allez consulter les communiqués officiels des sommets des BRICS. Allez vérifier par vous-même l'évolution de la dette publique américaine sur les sites officiels du Trésor. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande de vérifier, de creuser, de vous forger votre propre conviction à partir de données vérifiables. C'est exactement ce que les grands médias ne vous encouragent jamais à faire, parce qu'un public qui vérifie par lui-même est un public beaucoup plus difficile à orienter. Continuons. Il y a un autre aspect de cette histoire qu'on aborde rarement,
et c'est celui des matières premières critiques. Parce que la puissance monétaire de demain ne dépendra pas seulement de qui imprime la monnaie, mais de qui contrôle les ressources qui font tourner le monde moderne. Le lithium, le cobalt, le nickel, les terres rares, ces matériaux sont devenus, en quelques années à peine, aussi stratégiques que le pétrole l'était au XXe siècle. Sans eux, pas de batteries, pas de véhicules électriques, pas de panneaux solaires, pas de smartphones, pas d'intelligence artificielle, pas de défense militaire moderne. Et devinez qui contrôle une part écrasante du raffinage mondial de ces matériaux stratégiques? La Chine. Pas seulement l'extraction, le raffinage, l'étape la plus critique et la plus difficile à délocaliser rapidement. Pendant que l'Occident débattait encore de la transition énergétique dans des colloques universitaires, la Chine construisait méthodiquement, depuis plus de 20 ans, une position de quasi-monopole sur le raffinage de ses ressources. Est-ce un hasard? Encore une fois, posez-vous la question. Est-ce un hasard qu'une seule nation ait pris une telle avance sur des matériaux qui deviendront absolument indispensables dans les décennies à venir? Ou est-ce le résultat d'une stratégie de très long terme, pensée et exécutée avec une patience que peu de démocraties occidentales, contraintes par des cycles électoraux courts, sont capables de déployer? Je vous laisse cette question ouverte, parce qu'elle mérite votre réflexion personnelle et non une réponse toute faite venant de moi. Revenons maintenant au cœur du sujet. Que signifie tout cela, concrètement, pour vous, pour votre vie de tous les jours? Voici ma lecture, et je vous la donne avec humilité, parce que personne ne peut prédire l'avenir avec certitude absolue. Mais voici ce que les faits, mis bout à bout, semblent indiquer. Nous sommes probablement en train de vivre la phase de transition d'un ordre monétaire mondial vers un autre. Cette transition ne sera pas instantanée. Elle prendra probablement encore plusieurs années, peut-être même une décennie ou plus. Mais elle est déjà en cours, et elle s'accélère. Pendant cette période de transition, plusieurs phénomènes sont probables, et vous devez vous y préparer intellectuellement, sinon pratiquement. Une volatilité accrue des marchés financiers avec des mouvements brusques que personne n'anticipera parfaitement. Une inflation persistante parce qu'un endettement de cette ampleur finit toujours, d'une manière ou d'une autre, par être payé, soit par une austérité brutale, soit par une dévaluation monétaire progressive, soit par une combinaison des deux. Une redistribution géopolitique du pouvoir économique mondial avec l'émergence accélérée de blocs alternatifs, notamment autour de la Chine, de l'Inde et des pays du Golfe qui diversifient de plus en plus leurs partenariats. Alors, que faire de cette information? Je ne suis pas là pour vous vendre du désespoir, ni pour vous pousser vers une panique irrationnelle. Je suis là pour vous éveiller, pas pour vous effrayer. Et c'est une nuance absolument essentielle. Voici quelques pistes de réflexion, pas des conseils financiers personnalisés. Je ne suis ni votre banquier ni votre conseiller, et vous devez toujours faire vos propres recherches et consulter des professionnels qualifiés pour vos décisions personnelles. Mais voici des principes de bon sens que l'histoire économique nous enseigne, encore et encore, à travers chaque grande transition monétaire du passé. Premièrement, la diversification. Ne jamais mettre l'intégralité de son épargne dans un seul type d'actif, encore moins dans une seule monnaie. C'est un principe vieux comme le commerce lui-même, et pourtant tellement de gens l'ignorent par simple habitude ou par confort. Deuxièmement, la compréhension. Comprendre comment fonctionne réellement l'argent, d'où il vient, comment il est créé, quelle force influence sa valeur. La majorité des gens utilisent la monnaie tous les jours, sans jamais avoir appris son fonctionnement réel à l'école. C'est un vide éducatif immense, et c'est précisément ce vide qui rend les populations vulnérables aux grands bouleversements monétaires. Troisièmement, la résilience locale. Développer, dans la mesure du possible, des compétences et des ressources qui ne dépendent pas entièrement d'un système financier centralisé. Cela ne veut pas dire abandonner la civilisation moderne et partir vivre isolé dans une forêt. Cela veut dire, très concrètement, cultiver un minimum d'autonomie, savoir cuisiner à partir de produits bruts,
comprendre les bases du jardinage, entretenir un réseau de solidarité locale avec son voisinage, sa famille, sa communauté. Ce sont des compétences que nos grands-parents maîtrisaient naturellement et que la génération actuelle a largement perdues en 1 ou 2 générations seulement. Voilà un deuxième appel à l'action, et celui-ci est très concret. Cette semaine, prenez 1 heure, 1 seule heure, pour faire l'inventaire honnête de votre situation financière personnelle. D'où vient votre argent? Où il est stocké? Ce qui se passerait, concrètement, pour vous et votre famille, si une période d'inflation forte ou d'instabilité monétaire survenait dans les 2 prochaines années. Ce n'est pas un exercice pour vous angoisser. C'est un exercice de lucidité, celui que font naturellement les gens préparés, et que la majorité des gens repoussent indéfiniment parce que le sujet leur semble trop anxiogène pour y penser calmement. Maintenant, j'entends déjà l'objection que certains d'entre vous formulent en ce moment même. Mais on nous dit la même chose depuis 20 ans, que le dollar va s'effondrer et rien n'est jamais arrivé. C'est une objection légitime et je ne vais pas l'esquiver. Vous avez raison sur un point, des prophètes de l'effondrement immédiat existent depuis des décennies, et beaucoup se sont trompés sur le calendrier précis. Mais regardez la nuance essentielle. Je ne vous dis pas que le dollar va disparaître demain, ni même dans les prochains mois. Je vous dis que la structure profonde du système est en train de changer, lentement mais sûrement, et que les signaux qui accompagnaient historiquement chaque grande transition monétaire, dette exponentielle, perte de confiance progressive, émergence d'alternatives crédibles, ruée vers les valeurs refuges tangibles, sont tous présents simultanément, aujourd'hui, sous nos yeux. La différence entre un prophète de catastrophe et un analyste sérieux, ce n'est pas la certitude absolue sur la date exacte. C'est la capacité à observer les tendances de fond, à les recouper avec l'histoire et à s'y préparer intelligemment, sans tomber ni dans le déni confortable, ni dans la panique paralysante. Alors, revenons à la question centrale que je vous ai posée au tout début de cette vidéo. 35 000 milliards de dollars de dette. Retenez ce chiffre. Parce que dans 10 ans, il aura probablement doublé, voire davantage, si aucune rupture structurelle ne se produit avant. Et un système ne peut pas s'endetter indéfiniment sans qu'un ajustement, tôt ou tard, ne vienne rétablir un équilibre. C'est une loi économique fondamentale, aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était il y a 1000 ans, aussi vraie pour un empire du XXe siècle que pour n'importe quel système économique de l'histoire humaine. Voici maintenant le dernier appel à l'action de cette vidéo, et c'est le plus important de tous. Partagez cette information. Pas parce que je vous le demande pour faire grossir une chaîne YouTube, même si, oui, votre soutien compte énormément et permet à ce type d'analyse indépendante d'exister et de continuer. Partagez-la parce que la compréhension monétaire est un des rares outils de protection réelle que possède le citoyen ordinaire face à des transitions économiques qui le dépassent largement en apparence, mais qui, en réalité, affectent directement sa vie quotidienne. Un peuple informé est un peuple beaucoup plus difficile à surprendre, beaucoup plus difficile à déstabiliser complètement. Alors pour conclure, je ne veux pas vous laisser sur une note de peur, parce que ce n'est jamais mon intention, et que ce ne serait ni honnête ni utile. Chaque grande transition de l'histoire humaine, y compris les transitions monétaires les plus douloureuses, a fini par déboucher sur un nouvel équilibre. La livre sterling est tombée, et le monde a continué de tourner. De nouvelles opportunités sont nées de chaque grande rupture historique pour ceux qui avaient su l'anticiper, la comprendre, et s'y adapter plutôt que de la subir passivement, les yeux fermés. Ce n'est pas une fatalité que de traverser une transition monétaire majeure. C'est un moment de l'histoire, comme il y en a toujours eu, et comme il y en aura toujours. La vraie question n'est pas de savoir si le système va changer, l'histoire nous montre qu'il change toujours, tôt ou tard. La vraie question est de savoir si vous, personnellement, aurez pris le temps de comprendre ce changement avant qu'il ne s'impose à vous, ou si vous préférez continuer à détourner le regard, en espérant simplement que tout ira bien parce que cela a toujours été ainsi jusqu'à présent. Aucun empire monétaire n'a jamais duré éternellement. Mais chaque transition, aussi difficile soit-elle,
a toujours ouvert la voie à quelque chose de nouveau. À vous de décider si vous voulez la subir ou la comprendre. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, abonnez-vous, partagez-la et surtout, allez vérifier ces informations par vous-même. Ne croyez personne sur parole, ni les grands médias, ni moi. Vérifiez, comprenez et préparez-vous avec lucidité et sans panique. On se retrouve dans la prochaine analyse. Avant de continuer cette analyse, un rappel rapide. Si tu n'as pas encore vu la première partie, mets-la en pause et reviens ici après. Sinon, continue, parce que ce qui suit va beaucoup plus loin. Et comme toujours, abonne-toi, partage et active la cloche de notification, parce que ce type de contenu est systématiquement moins recommandé par les algorithmes que le divertissement classique. Chaque partage compte littéralement pour que cette analyse continue d'exister. Reprenons où nous nous étions arrêtés. Je vous ai parlé de dette, de dédollarisation, d'or, de monnaie numérique. Maintenant, je veux vous emmener ailleurs. Je veux vous montrer ce qui s'est déjà passé, 3 fois, dans l'histoire récente, quand un système monétaire a perdu la confiance du peuple. Parce que ce n'est pas une théorie, ce n'est pas de la science-fiction économique, c'est déjà arrivé, 3 fois, et à chaque fois, les signes avant-coureurs étaient là, visibles, mais ignorés par la majorité jusqu'au dernier moment. Les 3 effondrements que personne n'a vu venir. Premier exemple, l'Allemagne, au début des années 1920. La République de Weimar. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne se retrouve écrasée sous des réparations de guerre colossales imposées par le traité de Versailles. Le gouvernement allemand, incapable de payer ses dettes avec ses recettes fiscales réelles, prend une décision qui va marquer l'histoire économique pour toujours. Il choisit d'imprimer de la monnaie pour combler le trou. Massivement, sans limite. Au début, presque rien ne se passe. C'est toujours comme ça. Les premiers mois, l'inflation reste discrète, presque indolore. Les gens continuent leur vie normale. Puis, doucement, les prix commencent à grimper, un peu plus vite chaque mois, puis chaque semaine, puis chaque jour. Et à l'été 1923, l'Allemagne bascule dans ce que les historiens appellent l'hyperinflation la plus documentée de l'histoire moderne. Les prix doublaient parfois en l'espace de quelques jours. Des ouvriers étaient repayés 2 fois par jour, parce qu'attendre jusqu'au soir signifiait que leur salaire du matin avait déjà perdu une partie de sa valeur. Des gens racontent avoir vu des brouettes entières de billets utilisés pour acheter un pain, un seul pain. Des billets de banque, autrefois symboles de richesse, sont devenus si sans valeur que certains les brûlaient, littéralement pour se chauffer, parce que c'était moins cher que d'acheter du bois avec cet argent. Pourquoi je vous raconte cela? Pas pour vous faire peur avec une anecdote historique poussiéreuse. Je vous le raconte parce que le mécanisme est exactement le même que celui que je vous ai décrit dans la première partie de cette analyse. Une dette impossible à rembourser normalement. Une tentation politique d'imprimer de la monnaie plutôt que d'affronter une austérité impopulaire. Et une confiance publique qui un jour, sans prévenir, bascule d'un coup, comme un barrage qui cède après des années de fissures invisibles. Deuxième exemple, plus récent, plus proche de nous. L'Argentine. Depuis des décennies, pas depuis quelques années, depuis des décennies, l'Argentine vit une relation instable et douloureuse avec sa propre monnaie. Le pays a connu plusieurs épisodes d'hyperinflation, plusieurs dévaluations brutales, plusieurs changements de monnaie officielle. Il y a quelques années à peine, l'inflation annuelle en Argentine dépassait les 100%, 100% en un an. Cela signifie que si vous aviez de l'argent liquide sous votre matelas au 1er janvier, il avait perdu la moitié de sa valeur réelle avant le 1er janvier suivant. Résultat, les Argentins, devenus experts malgré eux en survie monétaire, ont développé des réflexes que la plupart des Occidentaux jugeraient paranoïaques, mais qui sont en réalité d'une logique implacable. Dès qu'ils touchent leur salaire, ils achètent immédiatement des biens durables, des dollars américains au marché parallèle, ou de l'immobilier, n'importe quoi plutôt que de garder leur monnaie locale, qui fond entre leurs mains comme la glace au soleil.
Ce comportement a un nom en économie, la fuite devant la monnaie. Et c'est précisément le symptôme final, le stade terminal, d'une perte de confiance monétaire généralisée. Troisième exemple, encore plus extrême. Le Zimbabwe, dans les années 2000. Le gouvernement, confronté à une crise économique et politique majeure, choisit lui aussi la solution de facilité, imprimer toujours plus de monnaie pour financer ses dépenses. Le résultat dépasse l'entendement. À l'apogée de la crise, l'inflation atteignait des niveaux si extrêmes que les économistes ont dû utiliser une échelle logarithmique juste pour représenter les chiffres sur un graphique. La Banque centrale du Zimbabwe a fini par émettre un billet d'une valeur faciale de 100 000 milliards de dollars zimbabwéens. 100 000 milliards. Sur un seul billet. Et ce billet, au moment de son émission, valait à peine de quoi acheter quelques légumes au marché. 3 pays. 3 époques différentes. 3 contextes politiques totalement distincts. Et pourtant, à chaque fois, le même schéma de fond. Une dette insoutenable, une décision politique de créer de la monnaie sans limite réelle pour éviter l'austérité, et une population qui, à un moment donné, cesse collectivement de croire en la valeur du papier qu'elle tient entre ses mains. Est-ce que je vous dis que les États-Unis vont connaître exactement le même sort que le Zimbabwe ou l'Argentine? Non. Soyons rigoureux. Les États-Unis possèdent des atouts structurels considérables que ces pays n'avaient pas. Une économie diversifiée et puissante, une monnaie encore massivement utilisée dans le commerce mondial, des institutions historiquement solides. Ce serait malhonnête intellectuellement de faire un copier-coller simpliste entre ces situations. Mais voici ce que je vous dis, et c'est différent. Le mécanisme de fond, dette qui explose, création monétaire massive pour éviter la douleur politique de l'austérité, confiance publique qui finit par s'éroder, ce mécanisme, lui, est universel. Il ne connaît ni frontières, ni époque, ni superpuissance. Il s'est produit à Weimar, il s'est produit en Argentine, il s'est produit au Zimbabwe. Et l'histoire économique regorge de dizaines d'autres exemples, du Venezuela à la Hongrie de l'après-guerre, en passant par la Yougoslavie des années 1990. Alors, encore une fois, mettez vos capteurs de pensée en marche. La question n'est pas « est-ce que ça va arriver exactement comme au Zimbabwe ?» La bonne question est « quels sont les signaux avant-coureurs universels de ce type de transition et est-ce qu'on les observe, oui ou non, dans le système actuel ?» Le bloc BRICS, la construction silencieuse d'une alternative. Je veux maintenant vous emmener dans un sujet que les grands médias occidentaux traitent avec une légèreté presque suspecte. La construction, actuellement en cours, d'un système économique alternatif, porté principalement par les BRICS. Rappelons ce que c'est. BRICS est un acronyme qui désignait initialement 5 grandes économies émergentes. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Depuis 2024, ce groupe s'est considérablement élargi avec l'intégration de nouveaux membres, notamment des pays du Golfe et d'autres puissances régionales. Ensemble, ces pays représentent aujourd'hui une part très significative de la population mondiale et une part croissante du produit intérieur brut mondial, calculé en parité de pouvoir d'achat. Pendant des années, ce groupe a été perçu par beaucoup d'observateurs occidentaux comme une simple coalition symbolique, sans réelle cohésion, réunissant des pays aux intérêts trop différents pour construire quoi que ce soit de concret. Cette lecture, je vous le dis clairement, est en train de devenir obsolète, dépassée par les faits eux-mêmes. Depuis plusieurs sommets consécutifs, les dirigeants de ces pays évoquent ouvertement, publiquement, dans des discours filmés et des communiqués officiels que vous pouvez consulter vous-même, la nécessité de réduire leur dépendance au dollar dans leurs échanges commerciaux. Ce n'est plus un murmure de couloir. C'est un objectif assumé, revendiqué, mis en œuvre concrètement à travers des accords bilatéraux qui se multiplient d'année en année. Prenons un exemple concret. Le commerce entre la Chine et la Russie. Avant les grandes tensions géopolitiques de ces dernières années, une part importante de ce commerce se réglait en dollars, même si aucun des 2 pays concernés n'était américain,
C'était simplement la norme internationale héritée du système du pétrodollar. Aujourd'hui, la très grande majorité de ce commerce se règle directement en yuan et en roubles, sans passer par le dollar à aucun moment de la transaction. Ce basculement s'est fait en quelques années à peine, à une vitesse qui aurait semblé impensable une décennie plus tôt. Un autre exemple. L'Inde, longtemps considérée comme un partenaire fidèle du système occidental, a commencé à négocier des accords pétroliers directement en roupies avec certains fournisseurs, contournant ainsi le passage obligé par le dollar qui prévalait depuis des décennies. Est-ce que l'Inde abandonne complètement le dollar du jour au lendemain? Non, bien sûr que non, ce serait une exagération grossière. Mais la tendance de fond, la direction du mouvement, est parfaitement claire pour quiconque prend la peine de l'observer sans œillères idéologiques. Et puis il y a le sujet le plus sensible de tous. Les discussions, encore à un stade préliminaire mais bien réel, autour d'une éventuelle monnaie commune des BRICS, potentiellement adossée en partie à l'or ou à un panier de matières premières stratégiques.